Bonjour à tous. Alors le petit enregistrement que je vous avais promis sur la nébuleuse identitaire, sur le glissement d'une partie de la nébuleuse identitaire dans le camp de l'élite ottano-occidentale. Alors d'abord, pourquoi parler de ça? Parce que globalement, tout ce qui est susceptible de pousser les gens à agir, à s'engager dans une mauvaise direction est problématique. Et donc, si vous pensez que c'est problématique, ce que je pense, moi en tout cas, eh bien il faut identifier le problème, le nommer et se mettre en situation de le traiter. Voilà. C'est la raison de cet enregistrement. Donc pour comprendre de quoi on parle, d'abord il faudrait revenir un petit peu sur ce que j'entends par nébuleuse identitaire. Alors la nébuleuse identitaire, la mouvance identitaire, c'est une mouvance historiquement, c'est une mouvance qui naît de gens issus du nationalisme révolutionnaire, qui vont rencontrer les idées de la nouvelle droite, globalement. Si vous voulez essayer de comprendre ce qu'est la mouvance identitaire à ses débuts, ce sont des gars, des cadres, essentiellement Fabrice Robert ou Philippe Vardon, etc. Ce sont des gens qui sont issus de la mouvance nationaliste révolutionnaire et qui, sur leur chemin, on va dire dans le cadre de leurs militants, de leur formation, de leur lecture, etc., vont faire opérer une synthèse en quelque sorte entre des thématiques issues de la nouvelle droite et celles issues du nationalisme révolutionnaire. Alors de quoi on parle ? Le nationalisme révolutionnaire, c'est globalement, je suis obligé d'être très synthétique, parce qu'évidemment c'est des mouvements beaucoup plus complexes, avec des chapelles, des sous-chapelles, bref, etc. Le nationalisme, ce qui caractérise le nationalisme révolutionnaire depuis des décennies, c'est globalement d'abord son nationalisme, c'est-à-dire qu'il considère que la nation est le cadre d'organisation adéquat pour défendre le droit des peuples à l'autodétermination. Le deuxième le deuxième point, la deuxième brique fondamentale du nationalisme révolutionnaire, c'est le conservatisme sociétal, c'est ce qu'on pourrait appeler la droite des valeurs, d'un certain point de vue, c'est-à-dire attachée aux valeurs traditionnelles, on va dire, plutôt. Chez les nationalistes révolutionnaires, on est plutôt antilibéral, voire anticapitaliste sur le plan économique et social. Donc là, on est plutôt sur un logiciel de gauche du travail, pour reprendre les catégorisations que vous connaissez. Et on est sur le plan méthodologique, par contre, on est plutôt sur une méthodologie de type infrapolitique. Alors, je récapitule. Donc, le nationalisme révolutionnaire, c'est en gros cadre référentiel de la nation, système de valeurs conservateur, cadre économique plutôt social, ou en tout cas anti-libéral, anti-financier et anticapitaliste, et aussi anti-impérialiste, par définition, puisque le nationaliste étant anti-empire, c'est une mouvance qui développe une forme d'anti-impérialisme militant, dénonçant l'empire américain, tous les empires. Voilà. Donc les nationalistes révolutionnaires, c'est ces briques-là, avec une méthodologie, et cette méthodologie, c'est ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle l'infrapolitique, en général. C'est en gros les stratégies de lutte, d'organisation sociale qui se situent en dessous du politique, mais qui ne sont pas métapolitiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement d'influencer, de participer à la guerre des idées, mais plutôt de s'orienter, en tout cas c'est un élément clé dans la méthodologie des nationalistes révolutionnaires, il s'agit de faire du social, de mailler en quelque sorte la société en créant des associations, en créant des groupes, en créant des corporations, en faisant du microcrédit, en faisant des soupes populaires, en aidant les nécessiteux, en soutenant les familles des militants, etc., etc. C'est typiquement ce qui a été organisé dans la plupart des mouvements nationalistes révolutionnaires dans le monde, que ce soit dans les pays arabes, dans la plupart des pays, y compris en Amérique du Sud, etc. C'est un des modèles du genre au niveau international, c'est ce qu'a fait le Hezbollah, qui est un mouvement confessionnel chiite au Liban, qui a globalement je dirais manifesté, développer une stratégie de type infrapolitique de façon très efficace dans l'ensemble de la société, même si le Hezbollah fait aussi du métapolitique, mais voilà. Donc, le nationaliste révolutionnaire est conservateur, anti-impérialiste, plutôt nationaliste, attaché au cadre national, anti-capitaliste, et sur le plan méthodologique, infrapolitique, c'est-à-dire s'attachant au réseau de longue durée qui tisse dans la population pour durer en quelque sorte et pour inscrire son influence durablement dans la vie quotidienne des gens. L'apport de la nouvelle droite à la soupe,
à la mixture initiale de l'identitaire, ça va porter sur quatre choses, trois choses sur le fond et une chose sur la méthode. Sur le fond, donc l'apport de la nouvelle droite, c'est globalement le dépassement du cadre national par la référence à la civilisation au niveau européen et la valorisation des appartenances ou des ancrages locaux et régionaux. Bon. Donc globalement, dans la nouvelle droite, on est plutôt sur une mouvance d'idées qui valorise l'appartenance à la civilisation, etc., au niveau européen, et donc qui relativise, qui ne nie pas, mais qui relativise ou qui dévalorise plutôt le cadre national. Premier bloc issu de la nouvelle droite. Deuxième bloc, la question de l'identité, donc qui va devenir le mot-clé identitaire, donc la question de l'identité, qui va être redéfinie dans un cadre, on va dire, ethno-culturel. La base de la nouvelle droite, c'est ce qu'on appelait l'ethno-différentialisme, c'est-à-dire le droit à rester différent, la défense de la diversité, la défense de la typicité, et le droit de chaque peuple à défendre sa façon d'être, son être au monde, en quelque sorte, dans l'histoire, sur ses terres. Et là, on a une brique qui est assez typiquement, assez caractéristique de l'apport de la nouvelle droite au débat d'idées ces dernières années, enfin, ces dernières décennies. Le troisième bloc qui vient de la nouvelle droite et qui va influencer durablement la mouvance identitaire. Le troisième bloc qui vient de la nouvelle droite, c'est un rapport, c'est une question méthodologique, c'est-à-dire c'est la notion de métapolitique. Alors la métapolitique, je suis obligé d'être là encore très rapide, c'est l'idée selon laquelle vous développez votre influence. En fait, l'idée c'est l'idée de base, c'est toute prise de pouvoir politique est précédée d'une prise de pouvoir culturel, entre guillemets. C'est-à-dire, lorsque les populations veulent ce que vous avez à leur offrir politiquement, bien elles votent pour vous. Et en plus, lorsque vous exercez le pouvoir, vous entraînez avec vous l'ensemble de la population qui soutient et donc qui contribue en quelque sorte à rendre plus efficace la politique que vous menez, puisque vous avez l'assentiment général. Les cœurs et les têtes sont déjà convaincus de la nécessité de votre action. Voilà. Et donc la métapolitique, c'est la logique qui s'inscrit donc dans cette idée qu'il faut en quelque sorte exercer une influence générale sur la société pour que progressivement les gens puissent vouloir ce que vous avez à leur offrir politiquement. Je suis obligé d'aller très vite, mais en gros c'est ça. Donc du côté du nationalisme révolutionnaire, on est plutôt conservateur sur le plan sociétal, anti-impérialiste, plutôt nationaliste, plutôt anticapitaliste sur le plan économique, et méthodologiquement dans l'infrapolitique, c'est-à-dire les réseaux de fonds, tissu social, etc. Au niveau de la nouvelle droite, on est plutôt favorable à l'Europe puissance, favorable aux enracinements locaux, et donc l'Europe puissance est entendue comme espace de civilisation, mais aussi espace ethno-culturel, intégrant évidemment la Russie, bien évidemment, dans cette approche. En gros, c'est avec ces blocs, avec ces briques-là, et sur le plan méthodologique, métapolitique. C'est en gros avec ces briques-là que va se constituer très progressivement ce qu'on va appeler la mouvance identitaire. Ce sont des gens issus du mouvement du nationalisme révolutionnaire qui vont greffer sur le nationalisme révolutionnaire un certain nombre des acquis idéologiques des travaux de la nouvelle droite, sous l'influence de deux penseurs clés, enfin de deux penseurs clés, ce ne sont pas réellement des penseurs, mais sous l'influence de deux intellectuels, deux influenceurs clés qui vont être Guillaume Faye d'un côté et Dominique Vénère de l'autre. Deux personnalités par ailleurs très différentes, pas toujours d'accord, c'est le moins qu'on puisse dire sur le fond, mais en tout cas, voilà les deux grands ancêtres en quelque sorte de la mouvance identitaire provenant de la nouvelle droite. Voilà en gros quelle est la composition de la recette initiale de la mouvance identitaire. Alors cette mouvance va se constituer, des groupes vont se constituer, bon, il va y avoir des actions qui vont être menées, et au départ, on retrouve dans la mouvance identitaire des actions qui relèvent de l'infrapolitique. Typiquement, les premières soupes populaires, le fait de distribuer des soupes dans les villes, etc., c'est clairement de l'infrapolitique, c'est la stratégie Hezbollah, c'est la stratégie que vous avez dans tous les mouvements politiques, enfin toutes les mouvances qui pratiquent l'infrapolitique. On essaie de créer des liens de proximité, de créer de la solidarité, de créer de la proximité, de créer de l'entraide entre les gens, et ce, de façon durable. La première action qui va être menée, la première action d'éclat qui va faire connaître la mouvance identitaire au grand public, enfin au grand public, il y a une partie du grand public, c'est ce qu'on appelle l'affaire de la soupe au cochon, puisque le bloc identitaire organise dans plusieurs endroits en France des distributions de soupe aux nécessiteux et en y intégrant du cochon.
Alors cette affaire va avoir un impact assez important et va déterminer, paradoxalement, contribuer à réorienter, d'une certaine façon, non seulement la méthode, mais du fait de changement de méthode, le fond aussi de cette mouvance identitaire. Comment ça se passe globalement? Cette idée que on est dans ce que Ernst Junger appelait amener le roi sur son trône. C'est-à-dire, comme l'expliquait Ernst Junger dans un de ses livres, il expliquait que le but de l'anarque, enfin le but des militants, doit être de pousser le pouvoir à exercer le pouvoir, c'est-à-dire à se rendre visible, donc amener le roi sur son trône, et donc le forcer à prendre des décisions absurdes, à prendre des décisions excessives, ce qui portera par réaction une partie de la population à identifier la nature de ce pouvoir et d'une certaine façon à s'engager contre lui. Donc ça c'est l'intuition en quelque sorte de Ernst Junger. Donc derrière cette notion-là, vous pouvez comprendre que notamment cette question de la soupe populaire, de la soupe au cochon, a été un événement clé. Un événement clé pourquoi? Parce qu'on est encore dans l'infrapolitique, distribution de soupe populaire, etc. On est en même temps dans les marqueurs, pour essayer de comprendre, on est toujours dans l'histoire des idées là, on est dans les marqueurs civilisationnels, c'est-à-dire qu'on on rend visible une opposition qui n'est pas une opposition idéologique, qui n'est pas une opposition fondamentale, qui est une opposition de mode de vie. C'est-à-dire au-delà du religieux, enfin en deçà plus exactement du religieux, ou au-delà, comme vous voulez, suivant quel bout vous l'approchez, et de l'idéologie qu'il y a la façon dont les gens se perçoivent les uns les autres, à quel groupe ils appartiennent, comment ils se sentent et à quelle civilisation ils appartiennent. Et cette affaire de la soupe au cochon, comme d'ailleurs les polémiques sur le voile, etc., participent en quelque sorte de cette guérilla infrapolitique, puisque la réaction des pouvoirs publics va être d'empêcher d'interdire les fameuses soupes au cochon du bloc identitaire. Et donc, évidemment, vous comprenez que dans un pays dans lequel on mange du cochon il y a du cochon dans quasiment tous les plats traditionnels, ce type de décision ne pouvait pas ne pas manquer de créer de l'intérêt, de la curiosité et d'interloquer une partie des gens qui ont découvert ça. Et donc la stratégie initiale de la mouvance identitaire, c'est une stratégie qui reste infrapolitique, comme les nationalistes révolutionnaires, mais qui, en même temps portant sur le symbolique et touchant indirectement au mytho religieux, le voile, le cochon, machin, etc., crée une forme d'opposition, en quelque sorte des marqueurs de situation qui, en quelque sorte, rendent visibles, plus exactement, les différences des groupes de population à l'intérieur de l'espace politique national, typiquement entre musulmans, non-musulmans, etc., etc. Hommes, femmes, etc. Voilà, en gros, comment ça commence. La publication et la visibilité acquise par cette mouvance, notamment le bloc identitaire au moment de cette soupe au cochon, va progressivement pousser le bloc identitaire à adopter une stratégie une communication basée essentiellement sur le spectaculaire et le happening. Un petit peu façon, si vous voulez, pour être simple, pour ressembler un peu à ce que fait Greenpeace, d'une certaine façon. Donc il s'agit de faire des coups d'éclat, des coups médiatiques, attirant l'attention du grand public et créant en quelque sorte, permettant de visibiliser les points qui font mal. C'est quand Greenpeace s'introduit dans une centrale nucléaire et déploie une banderole. Vous vous dites, ok, c'est con de déployer une banderole dans une centrale nucléaire, mais ça veut dire surtout que vous pouvez rentrer dans la centrale nucléaire comme vous voulez. Et donc, évidemment, ça appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire la question de la sécurité des centrales nucléaires et de ces installations. C'est une question qui intéresse une partie de la population. Et donc, c'est un point faible, très clair. Quand vous n'êtes pas capable d'assurer le périmètre de sécurité d'une centrale nucléaire, il est très difficile d'expliquer aux gens que tout est sous contrôle et tout va bien. En particulier, depuis Tchernobyl, il y a quand même un fond d'angoisse ou d'inquiétude lié à cette production d'énergie, même si depuis nombreuses années, on nous explique que pas du tout ça n'est absolument pas dangereux. Il y a quand même quelques restes sur des accidents nucléaires passés qui laissent penser toujours aux gens que c'est ok, c'est pas dangereux, mais quand même ça pourrait l'être. Bon, pour en revenir à notre mouvance identitaire, donc à la suite de ça, donc apéritif, saucisson, pinard, puis progressivement happening, c'est-à-dire occupation d'espace, et là on a commencé à avoir des actions qui, restant sur la thématique non plus du vivre ensemble, mais sur la dénonciation, purement et simplement, non pas indirecte, les modes de vie, le foulard, le cochon, etc., mais direct de l'islam. Donc c'est occupation de toits de mosquée,
c'est déployer des banderoles contre ceci, tel foyer d'accueil de migrants, machin, etc. On est sur du happening. L'idée, c'est d'à chaque fois de compter sur, non pas un travail de terrain de fond, hein, la méthodologie infrapolitique dont je vous ai parlé au début, c'est de ne pas compter sur un travail de fond, d'ancrage, d'enracinement durable, etc., pour solidifier en quelque sorte une socialité commune et créer des groupes et en quelque sorte petit à petit mailler le territoire, la population, etc. On est là sur une logique du spectaculaire, c'est-à-dire du coup qui vise à attirer l'attention des médias et donc à s'adresser à l'ensemble de l'opinion publique par le truchement des médias mainstream. Et là, on a, à partir de ce moment-là, un changement de nature d'activité. Alors, cet changement d'activité a été aussi le résultat certainement de discussions en interne à l'intérieur de ce mouvement et de l'influence d'un certain nombre de personnes. Je pense notamment, je me souviens d'un certain Bruno Larobière, alias Louftala, qui était, donc son vrai nom c'est Louftala, Bruno Larobière, qui faisait partie du bloc identitaire à l'époque et qui écrivait en même temps dans le journal Minute. Minute, comme vous le savez, hein, c'est tout Sartre, la nausée et les mains sales. Donc le journal en question et l'influence d'un certain nombre de personnes dans cette mouvance pour pousser en quelque sorte cette mouvance dans cette direction est possible. Mais je dirais que on n'a pas besoin en fait de ça pour comprendre comment cette mouvance a évolué. Il y a une explication beaucoup plus simple, c'est qu'à partir du moment où vous comptez sur des coups d'éclat, des coups d'éclat spectaculaires pour attirer l'attention et porter le doigt là où ça fait mal, façon Greenpeace, vous dépendez, de facto, vous dépendez du fait que les médias en parlent ou pas. C'est un point qui me paraît évident, mais je pense que si le bloc identitaire avait été mené une opération dans les laboratoires de Servier, par exemple, ou d'une compagnie pharmaceutique qui a empoisonné des milliers de personnes, ou de je ne sais quelle organisation communautaire non musulmane, ou d'autres, je pense qu'ils auraient eu beaucoup moins de temps d'antenne sur BFM. Voilà. Et là, quand on connaît les propriétaires de BFM, quand on sait d'où ça vient, etc., quand on sait que ces gens-là sont nos adversaires, on comprend qu'à partir du moment où on communique de façon spectaculaire, c'est-à-dire en essayant de provoquer, d'ouvrir des débats et de spectaculariser des actions pour attirer l'attention, mais qu'on dépend pour que ça puisse exister, que ça existe, on dépend uniquement du fait que ces gens-là relaient ou pas les opérations, on comprend qu'on a déjà mis le doigt dans quelque chose de problématique. Hein, puisque sur le plan méthodologique, vous avez quitté l'infrapolitique, c'est-à-dire celui qui vous permet précisément de contourner par des logiques de sociabilisation de base, de contourner les pouvoirs qui sont les pouvoirs structurants de la société de consommation, hein, en gros les médias, etc. Et on se retrouve à nouveau, je dirais, dans le jeu médiatique, par les médias mainstream, obligés d'exister et de n'exister que par le temps d'antenne que vont nous accorder BFM, etc., etc. Alors évidemment, j'imagine qu'à l'époque, il y a certainement eu des débats dans cette mouvance pour savoir quel était le dosage à respecter, est-ce qu'il ne fallait pas faire attention, être capable de former des gens parallèlement, etc., etc. Certainement, mais cette mouvance commence progressivement à changer d'idéologie à partir du moment où elle change de méthode. Et c'est pas un détail. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'expliquer l'évolution d'une mentalité par l'influence sournoise de telle ou telle personne, même s'il y a certainement eu des influences sournoises, il n'y a même absolument aucun doute là-dessus. Vous pouvez expliquer l'évolution de l'idéologie du fond, en quelque sorte, de la mouvance identitaire, si vous comprenez simplement pourquoi, c'est-à-dire parce qu'ils ont subi, ils ont eu à subir la sélection naturelle médiatique. La sélection médiatique, plus exactement. En clair, pour survivre pour passer dans les médias et pour passer sur BFM, ce qu'ils ont pu avoir, parce que je crois qu'il y avait des journalistes de BFM avec les militants qui ont campé, qui sont installés sur le toit d'un chantier de mosquée à Poitiers. Action très symbolique, hein, par ailleurs, mais voilà. Donc là, il y avait des journalistes BFM. Je ne suis pas certain que des journalistes BFM auraient accompagné d'autres actions sur d'autres édifices religieux, hein, ou sur d'autres cibles, hein, typiquement. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous commencez à chercher la spectacularisation, vous dépendez des médias qui en parlent, et dépendant des médias qui en parlent, vous apprenez, vous vous autodomestiquez progressivement, même si personne ne vous donne de consignes, et vous commencez à vous focaliser sur les trucs qui marchent,
ou sur les trucs qui sont relayés. Et les trucs qui sont relayés, je n'ai pas besoin de vous faire la liste des unes de l'Express, du Point, de BFM, etc., sur les problématiques touchant au voile ou à autre chose. Ces thématiques-là s'inscrivent très clairement dans la volonté d'un certain nombre de réseaux néoconservateurs de chercher globalement à installer dans les têtes une polarisation, un conflit de civilisation durable entre un Occident judéo-chrétien et une civilisation musulmane qui serait en quelque sorte de toute époque et de toute période l'ennemi irréductible de la culture et de la civilisation occidentale européenne. Voilà. Et donc, je pourrais vous parler assez longuement évidemment des néoconservateurs. Hein. Ce sont des gens qui sont globalement, qui proviennent des milieux gauchistes et qui vont tous passer, quasiment tous, dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp de la réaction du conservatisme et de l'idéologie impériale nord-américaine, et pro-israélienne, nord-américaine, etc., etc. Donc le mouvement néoconservateur lui-même, c'est un mouvement qui est très intéressant à étudier. J'y reviendrai certainement, mais là je reste concentré sur la mouvance identitaire. Et donc, sous l'effet non pas tant d'influence extérieure, je dis non pas tant parce qu'encore une fois il est probable qu'il y en ait eu, mais je pense que la méthodologie a compté beaucoup plus que le reste, sous l'influence de leur méthodologie, c'est-à-dire besoin de passer dans les médias pour pouvoir asseoir et ne pas mener des actions qui ne soient pas relayées, progressivement cette mouvance, ces jeunes militants ont travaillé en quelque sorte à poursuivre, à approfondir en quelque sorte leur spectacularisation. Ça a changé aussi la nature du personnel des gens qui les ont rejoints. On a des types de militants assez radicalement différents, de milieux beaucoup moins populaires, et cherchant des gens plutôt photogéniques, avec des belles gueules, soignant le look, et surtout développement des actions qui visaient globalement à obtenir du temps d'antenne sur BFM. Alors, je caricature, mais en gros c'est ça. Et évidemment, quand vous faites ça, vous devez choisir vos sujets, savoir que quand vous attaquez tel groupe religieux, y a peu de chances qu'on vous le reproche. Par contre, quand vous attaquez tel autre, voilà. Donc toute action, en fait, obéit à la loi du filtre, à la pression, directe ou indirecte, en quelque sorte, des médias. Et petit à petit, vous vous spécialisez sur ce qui marche, qui est parfaitement naturel. Imaginez que vous lanciez une boulangerie, vous faites des croissants, des pains au chocolat. Au bout de 3 semaines, si personne ne vous a acheté de pain au chocolat, vous allez faire beaucoup plus de croissants que de pain au chocolat, voire arrêter les pains au chocolat, parce que vous n'avez pas envie de les foutre à la poubelle. Bon, exemple un peu trivial, j'en conviens, mais ça vous laisse comprendre qu'une organisation qui a renoncé à l'infrapolitique, c'est-à-dire au maillage social, est pieds et poings liés dans cette logique-là. Et c'est très probablement ce qui explique l'évolution culturelle, l'évolution même idéologique de la mouvance identitaire vers le néoconservatisme, c'est-à-dire globalement vers une représentation, une polarisation sur l'islam plutôt que contre l'immigration, sur un repositionnement sur des questions d'identité, moins sur des questions biologico-sociales, mais plutôt sur des questions d'appartenance à un bloc occidental, judéo-chrétien, etc. Et cette mouvance va progressivement se dissoudre. Restera de cette mouvance essentiellement, je dirais, les carrefours, ceux qui permettent encore aujourd'hui à des youtubeurs de participer à des colloques, etc. Donc les carrefours, c'est quoi ? C'est globalement Academia Christiana, qui est une mouvance identitaire, mais orientée catholique, surtout catholique, et de plus en plus catholique, et la branche qu'on pourrait appeler païenne, en tout cas néo-droitière, donc avec l'Institut Iliade. Et donc ces deux structures-là sont en quelque sorte les carrefours qui reçoivent encore des influenceurs ou des gens qui évoluent dans cette nébuleuse. Là encore, je suis obligé d'aller très vite. Plus récemment, et c'est un peu le sujet, a commencé dans le prolongement en quelque sorte de cette requalification générale, de cette réorientation idéologique, a commencé à se développer une sensibilité qu'on pourrait qualifier de néoconservatrice occidentaliste, c'est-à-dire de gens d'influenceurs ou de personnes qui globalement développent une forme de logique d'influence qui se veut être une sorte d'anti-marxisme culturel, pour reprendre les termes de l'alt-right américaine,
faisant l'apologie globalement d'une forme de social-darwinisme, hein, donc en gros chacun pour soi, et mettant en avant les thématiques de QI. C'est des gens qui ont beaucoup fait circuler les cartes de QI du docteur Laurent Alexandre, montrant qu'il y a des gens qui sont ataviquement, structurellement idiots et d'autres qui sont très intelligents, etc. Donc, mais essayant de mettre en avant les questions essayant de démontrer en quelque sorte, d'inscrire une critique en quelque sorte des populations originaires d'Afrique, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, dans un processus en gros, des valorisations non plus culturelles, hein, critique de l'islam, etc., mais fondamentalement anthropologiques, essentialisées, on va dire. D'ailleurs, en clair, non seulement s'ils sont, en gros, là, je vous la fais simple, hein, mais c'est en gros, ça veut dire s'ils sont arriérés, c'est parce qu'ils sont cons, donc c'est pas étonnant, et si leur religion est arriérée, c'est parce qu'ils sont cons, voilà. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Et donc, dans cette mouvance occidentaliste, alors assez radicale, hein, là on a affaire à des gens qui sont, le moins qu'on puisse dire, qui sont pas piqués des hannetons, donc entre les types qui s'entraînent à tirer sur des hommes politiques au gros flingue et qui s'enregistrent, je dirais c'est les influenceurs narbo-gothiques type Papacito, ou les narcissiques nietzschéens type Rushdie, les pornos carpathiens type Conversano et j'en passe. On a toute une effervescence en quelque sorte de youtubeurs qui, bon, sur le fond, sont quand même très très légers, mais qui, parce qu'ils font du spectacle, de l'amusement, etc., produisent globalement petit à petit, influencent, contribuent en quelque sorte à remplir un vide. Et ce vide, c'est le vide qui a été créé par la disparition de la mouvance, la disparition de ce qui restait de la mouvance identitaire. C'est-à-dire ce qu'il en restait, c'était essentiellement un mouvement de jeunesse très photogénique, menant des actions spectaculaires en vue de passer sur BFM. Voilà. Voilà où on en est. Et donc, dans cette mouvance, vous trouvez des tas de sensibilités. Alors, je vous les passe en revue rapidement. Dans leur guerre contre ce qu'ils appellent le marxisme culturel, vous trouvez la lutte contre le féminisme et donc une forme de masculinisme revanchard un peu débile. Vous trouvez un nietzschéisme mal digéré, ce qui vous permet toujours de parler de Nietzsche. Vous avez une forme de suprémacisme assez classique qu'on trouve assez fréquemment aux États-Unis. Donc là, une redéfinition de l'identité, non plus autour de l'appartenance à un bloc ethno-civilisationnel qui serait l'Europe, étendu à la Russie, mais autour de ce qu'ils appellent là purement et simplement le monde blanc. Donc alors là, c'est le monde blanc, c'est l'Occident, hein, donc dans leur tête. Et donc ces personnes, globalement, ces influenceurs, développent avec des sensibilités parfois assez différentes, hein. Je vous ai cité quelques exemples tout à l'heure, le narbo-gothique, le romano, le porno carpatien, il y a aussi un imbulibuldé amateur d'armes à feu qui est assez drôle à regarder. Bref, il y a tout un cirque d'influenceurs dans cette mouvance qui est assez drôle, assez faible sur le fond. Mais quand on les connaît, humainement parlant, il se trouve que j'en ai croisé 2-3 dans mon existence, on a affaire globalement toujours à peu près au même type humain, c'est-à-dire des types issus de la classe moyenne, plutôt avec parfois des talents individuels. Par exemple, je sais pas, j'ai vu 2 ou 3 fois des trucs de Papacito qui m'ont paru extrêmement drôles. Ce type a un vrai talent comique et c'est un vrai showman, quoi. Enfin, clairement, il y a un vrai talent de ce côté-là. Après, sur le fond, je vous dis pas que... Bon, voilà, mais sur la forme, c'est quand même quelqu'un de très très drôle. Dans son rôle de narbononide gothique, à grosses lunettes, avec ses chiens et ses trucs et ses crises de nerfs réac. Franchement, c'est un vrai type, un vrai spectacle, quoi, hein. Donc pour ce côté-là, on peut apprécier le spectacle. Mais bon, les autres sont quand même beaucoup moins truculents et intéressants. Mais si vous faites la liste en fait de toute cette mouvance, vous allez trouver des gens qui sur le fond sont pas toujours d'accord, mais globalement véhiculent toujours un corpus
qui est toujours un petit peu à peu près le même. Hein. Nous appartenons au monde blanc, nous sommes des judéo-chrétiens, les musulmans, c'est voilà. Nous sommes intelligents, ils sont cons. Voilà. Bon, bref. Forme de suprémacisme débile, qui tire parfois même sur le transhumanisme, parce qu'il y a dans cette mouvance-là quelques passionnés par les questions technoscientifiques. Je pense à un certain Nicolas Faure que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais qui a un niveau extrêmement médiocre, mais qui fait figure d'intelligence, parce que globalement il parle à des débiles dans l'immense majorité des mecs qui ne comprennent rien à rien. Mais vous trouvez globalement, si vous faites la liste de tous ces gens-là, vous trouvez un type humain assez constant, c'est-à-dire des fils de la classe moyenne, avec des parents comptables, fonctionnaires, machin, enfin des gens vraiment c'est la classe moyenne française, plutôt des gens de taille moyenne, méditerranéen, assez classique on va dire, qui sont assez qui rêvent en fait de faire partie des winners. Et c'est un peu je dirais, si vous tirez sur le fil, quel que soit le sujet abordé, globalement, je vais vous parler de ce que c'est, comment vous allez devenir un homme, je vais vous expliquer ce que c'est que la puissance et la créativité de la civilisation occidentale, je vais vous parler du QI et de l'intelligence, sous-entendu, je suis un gros QI et je suis très intelligent, je vais vous parler du surhomme et des théories des surhommes, par-delà le bien et le mal, etc. Bref, si vous faites la liste, en fait, de tous les sujets combinés, que ça soit par transfert, ou par haine narcissique, ou bref, quelles que soient les raisons, ou compensation parfois aussi. Si vous faites la liste de toutes ces projections narcissiques, en quelque sorte, vous expliquez très bien pourquoi ces types sont absolument obsédés par ces thématiques-là. Hein, je pense notamment à un type comme Nicolas Faure, que j'ai rencontré, qui est un type d'intelligence relativement moyenne, bonne moyenne, hein, on va dire, hein, voilà, mais qui objectivement n'est pas du tout au niveau, ni sur le plan technique, ni sur le plan scientifique, mais qui est persuadé que sa modération, et en même temps dans l'environnement dans lequel il évolue, il n'a pas trop de mal à le faire, lui tient lieu de diplôme d'intelligence, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, vous avez des types humains un peu comme ça, très moyens, très médiocres, qui n'ont rien de particulier, mais qui petit à petit forment une nébuleuse avec ses représentants, etc., et qui peut avoir de l'influence, hein, qui pourrait, dans les années qui viennent, prendre de l'influence pour une raison simple. C'est que le boulot qu'ils font et l'évolution des mentalités à laquelle ils contribuent sert des intérêts. Je ne dis pas qu'elle est là pour ça, et je ne dis pas qu'ils le font volontairement, je pense qu'ils sont sincères, la quasi-totalité, mais contribuent globalement à faire évoluer le discours dans une partie de la population, dans une partie des militants en particulier de droite, voire d'ultra-droite, vers des objectifs qui sont les objectifs de nos adversaires. Et c'est pour ça que si j'étais un de mes adversaires, précisément, si je pensais du point de vue de nos adversaires, je pense que j'aurais tout intérêt à ce que ces gens-là prennent de l'audience, prennent de l'influence dans les années à venir. Voilà pourquoi je pense qu'avant qu'ils en aient trop, c'est-à-dire avant qu'on ait on trouve du Conversano, du Rochdi, du Papacito, et bref, j'en passe des meilleurs. Je mets Papacito un peu hors jeu parce que, comme je vous le dis, l'intérêt principal du bonhomme, c'est son côté showman et un vrai talent, enfin des vrais, voilà. C'est l'équivalent de Marceau, mais en mode narbo-gothique, donc je le trouve, c'est quand même objectivement un type plutôt marrant, plutôt sympa à regarder. Mais si vous faites la liste des autres, vous avez là une petite nébuleuse assez médiocre, voire franchement nauséabonde parfois sur le plan de l'expression, de la forme, sur le fond assez médiocre, mais qui risque très rapidement de rencontrer des moyens. Je veux dire, qui risque très rapidement d'avoir quelques moyens importants à sa disposition pour pouvoir faire plus de mal qu'ils n'en ont fait jusqu'à maintenant. Hein ? Voilà pourquoi je souhaitais en parler, en dire deux mots. Donc j'ai terminé, j'attire votre attention sur le fait que dans la nébuleuse néo-droitiste, il reste encore des gens qui pensent, on va dire, sur les fondamentaux de ce qu'a constitué leur école de pensée, aussi bien du côté nationaliste révolutionnaire que néo-droitiste, et qui sont encore sur ces fondamentaux-là, ils ont d'ailleurs bien raison, et qui regardent cette évolution avec de plus en plus d'inquiétude et scepticisme. Il y en a d'autres par contre qui ont littéralement décidé de devenir des bars à influenceurs ou des bars à youtubeurs. Je pense notamment au travail de Jean-Yves Le Gallou, qui lui semble ne pas avoir de problème à donner de l'audience. On prendra témoin aussi le dernier numéro d'Éléments,
qui semble ne pas avoir d'état d'âme à donner de l'importance à des youtubeurs propageant ce type d'approche, ce type d'idéologie. Ce qui ne me surprend pas, parce que Jean-Yves Le Gallou se trompe avec une constance qui force admiration depuis 30 ou 40 ans, absolument dans tout, que ce soit politiquement, métapolitiquement, etc. Ce qui me gêne évidemment beaucoup plus, c'est que là aussi, les moyens d'influence, alors certes très limités, on parle de quelques centaines de personnes en France, de cette mouvance-là, sont encore, là encore une fois, susceptibles d'envoyer des gens parmi nous, de jeunes hommes, de jeunes femmes, sur des combats qui ne sont pas les nôtres, voire qui nous sont fondamentalement hostiles. Je terminerai simplement en vous disant que si pour l'instant on peut prendre tout ça avec le sourire, avec beaucoup d'amusement, ça pourrait ne pas être le cas très durablement, parce que je pense qu'il y a un moment où ça va devenir un problème. Et si je le pense, c'est typiquement parce que à cause de la guerre en Ukraine. Voilà. Si vous regardez quelles ont été les positions, alors, plus ou moins claires et plus ou moins conscientes, parfois sous le manteau, parce qu'ils n'ont pas toujours eu le courage de dire franchement ce qu'ils pensaient de tout ça, mais si vous regardez clairement une partie de cette mouvance-là, une partie de cette mouvance identitaire, pas simplement en France, mais dans beaucoup de pays, c'est clairement mis au service des forces otano-impérialistes, on va dire, c'est-à-dire des forces de l'OTAN, des forces occidentale américaine néoconservatrice dans cette guerre en Ukraine, qui est une guerre qui détruit non seulement le peuple ukrainien, emmené au massacre par une oligarchie de type absolument ignoble, et qui détruit, qui affaiblit ou qui peut contribuer à affaiblir ou à isoler la Russie, ou en tout cas distendre les liens que nous devrions essayer de cultiver avec la Fédération de Russie. Voilà pourquoi, peut-être, alors encore une fois, n'y accordons pas plus d'importance, je fais un enregistrement parce qu'on en a beaucoup parlé et qu'il faut de temps en temps réagir, il faut de temps en temps répondre, mais n'y accordons pas trop d'importance pour l'instant, mais soyons attentifs quand même, parce que dans la formation de cette petite mouvance assez bas de gamme pour l'instant, avec quelques moyens, et Dieu sait que nos adversaires ont énormément de moyens, on pourrait retrouver ces gens sur des plateformes d'expression de plus en plus importantes dans les années à venir, et s'il y a un truc dont je suis à peu près certain, c'est que ça ne sera pas pour notre bien, puisque ces gens-là sont, on peut le dire aujourd'hui, quasiment passés du côté de l'adversaire. Voilà ce que je voulais vous dire, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et je retourne à mes petites affaires. À bientôt.